Alright, salut guys, re-bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, Bam et moi, on a une conversation qui est plus longue, mais on essaie vraiment de clarifier certains sujets, en fait, on parle des fats, les gras dans l'alimentation, l'impact, les risques, qu'est-ce qu'on doit consommer comme aliment, qu'est-ce qui est peut-être à éviter, qu'est-ce qui est à comprendre, c'est quoi les mythes. Fait qu'on a une discussion qui parle d'un paquet de sujets. Je pense vraiment que ça peut être intéressant parce que je pense sincèrement que les gras sont l'aliment, le macronutriment le plus oublié chez les athlètes. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bienvenue sur un nouvel épisode du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur les macronutriments avec Coach Marvin. On a parlé des protes, on a parlé des carbs et les fameuses glucides, ce qui nous amène aux lipides, les fameuses fats. Par où est-ce que tu aimerais commencer, Marc? Il y a pas quelque chose à dire, mais par où est-ce qu'on commence? Ouais. On part avec un punch. Un punch, honnêtement, d'un point de vue punch, je le sais pas. Les fats, honnêtement, c'est un sujet que j'aime quand même parler parce que c'est hands down mon... Non, c'est pas vrai. Les protéines sont mon macronutriment préféré, mais si tu me donnes le choix, puis ça, c'est debatable, je sais que c'est le contraire, t'es le carb guy, mais moi, je vivrais que de protéines puis de fats, puis ça me dérangerait pas, mettons, puis c'est vraiment un macronutriment que j'apprécie, puis je pense que je l'apprécie encore plus du fait que je me rends compte que c'est vraiment sous-apprécié par les athlètes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu regardes, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou même les questions ou l'alimentation des athlètes avec qui on commence à travailler, c'est tout, tu sais, comment tu manges? Ah ben, je mange beaucoup de protéines, beaucoup de carbs. Puis c'est toujours ça, mais on n'entend jamais parler d'athlètes qui disent « Ah, je mange des fats à tel moment » ou « Je mange peu importe ». C'est comme protéines, carbs, protéines, carbs, protéines, carbs, parce que c'est ce qu'on entend qui est nécessaire pour les athlètes, pour les performances, et ainsi de suite. Puis, je suis d'accord que les protéines et les carbs ont 100% leur place. Par contre, je pense qu'on est trop porté à oublier les fats, les rôles que ça peut avoir, puis surtout l'importance que ça peut avoir. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est aussi important d'en parler. Puis, man, let's be real, là, comme manger quelque chose avec de plus gras, ça goûte meilleur. Là, je veux dire, un steak plus gras, ça goûte meilleur. Tu manges du riz, rajoute du beurre ou de l'huile d'olive dans ton riz, c'est meilleur. Tu sais, comme tout ce qui est fat, honnêtement, ça rend tout meilleur. Rajoute des fats. T'as-tu dit rajouter du beurre ou de l'huile d'olive dans ton riz? 100%! Ah, là, tu viens de... Pas que je le fais. Attends. Tu viens Pas que... d'insulter mes ancêtres. pas que... Mes pas que c'est quelque chose que je fais, asiatiques n'aiment pas ce que tu dis en ce non, moment. mais pas que c'est quelque chose que je fais d'une... Tu sais, je veux dire, je le fais pas, mais tu le fais puis c'est bien meilleur. Tu vas au resto, c'est sûr qu'il y a du beurre ou de l'huile dans ton riz pour qu'il soit meilleur. C'est sûr que mange une slice de pain, c'est bien meilleur avec du beurre ou trempé dans l'huile. Tu sais, mettons, tu vas dans un bon resto puis tu trempes ton beurre dans... Comme les fats rendent tout meilleur. Les fats puis le sel rendent tout meilleur. Puis je suis comme passionné avec mon amour des fats puis du sel. Ben. C'est des vecteurs de goût, absolument. Mais comme il y a juste deux choses qui vont dans du riz blanc, c'est de la sauce soya ou de la sriracha. Laisse faire ton beurre, là. Ah, oublie. OK, on n'aura pas cette conversation-là aujourd'hui. La sauce soya, man. T'es-tu sérieux? Quoi? C'est la meilleure sauce au monde. Ça, puis la fish sauce. So tasty. Umami. C'est sûr, tu niaises. C'est sûr, ça. Anyways, j'embarquerai pas là. Man, tu manges des sushis, j'embarquerai pas là-dedans. Mais oublie ça, man. Mais 100%, les fats, sel, c'est des vecteurs de goût. Ça vient rehausser un plat. Ben, souvent, quand tu te fais à manger, quand il manque quelque chose, c'est un ou l'autre. Là. Il va te manquer de sel ou il va te manquer de fats, puis tu fais juste en mettre une petite touche, puis on dirait que les saveurs viennent vraiment sortir. Puis l'autre chose. Dernier steak hier, là, ça me fait penser. Là. Ça, ouais? Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi le piece, là, mais il était tellement gras. Là. Il y avait l'œil de gras là, tout blanc. C'est un ribeye. C'était un ribeye. J'ai mangé ça pour déjeuner, c'était incroyable. Man, cette piece de viande-là, ça n'a pas de bon sens. Là, je l'ai fait. Là, malheureusement, live barbecue, oublie ça. Là. Fait que là, je le fais dans ma poêle avec un peu de beurre, puis un peu d'huile. Puis là, le piece, il grille. Là. Puis là, le fat, il sort tout. Puis là, il est cuit à la perfection. Je le sors plus, mais... tu sais, là, le demi-pouce de gras dans la poêle. Ouais. Les gens normaux l'auraient jeté. Là. Il aurait
fait non, 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 ça bouche mes Tu l'as artères. versé sur le top ensuite. Ah ouais, j'avais versé direct sur mon steak, puis il était Ah, encore chaud, puis là, quand j'ai mis sur mon steak, il y a eu comme eu des bulles, puis ça a comme fini la cuisson, là. Oh my god. ça ressemble à ça ce que j'ai mangé, honnêtement. J'ai pas versé le fat par-dessus ensuite, mais un des glitches, honnêtement, là, puis je le fais pas, pour faire un bon steak, mettons, en dedans, là, quand t'as pas un barbecue l'hiver ou peu importe, utiliser un iron cast, c'est un game changer. C'est Mm. vraiment un game changer pour la cuisson des steaks. Tu sais, mettons, je cuis pas mes œufs là-dedans parce que ça vient vraiment coller puis tout, mais cuire des steaks, cuire des morceaux de viande là-dedans, c'est juste next level. Pour de vrai, puis c'est ce que j'ai fait ce matin. Par contre, ben, moi, c'est mon repas préféré, là. Un fatty steak, si j'ai une chose que je pourrais manger à tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, ce serait ça. Par contre, si on parle d'un point de vue composition corporelle ou même santé à un certain point, manger un fatty steak va vraiment te permettre de buster tes calories real quick. Je veux Mm. dire, c'est beaucoup plus calorique qu'un steak plus lean. Tu sais, je veux dire, tu manges un filet mignon ou une bavette, c'est super lean. Maintenant, versus ça, tu manges un ribeye comme ça, je veux dire, la majorité des calories de ton steak viennent même pas des protéines, c'est les fats qui viennent dedans. Fait que ça reste que, moi, c'est mon péché mignon qu'on appelle, ou mon filet mignon, là, mais euh, tu sais, je veux dire, j'en remange demain soir, 100% sûr. Là. J'ai acheté des gros steaks que je vais faire smoker pendant 1 heure, je vais les saisir après. Tu manges ça avec juste, honnêtement, le monde pense que c'est fou, là, mais quand tu manges un bon steak, t'as pas besoin d'un paquet d'épices à steak, pis tout, là. C'est du gros sel, puis that's it, puis c'est vraiment next level. Anyways, Là, on anyways. a touché à des choses, là, parlant justement du steak, parlant du steak bien gras, puis j'ai dit quelque chose qu'on entend souvent, là, que lorsque tu vas manger très gras, ça va boucher tes artères, que ça va te mettre plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Ouais. C'est quoi ton take là-dessus? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Est-ce qu'ils ont Ouais. raison d'une partie? Est-ce qu'ils ont tort d'une partie? Tu vois, mon discours a changé probablement dans le dernier mois à ce sujet-là. Fait que, On est d'actualité. ouais, comme tout le monde le sait, je suis, ben, tout le monde qui me connaît un petit peu le sait, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les extrêmes, dans le blanc ou le noir. En général, tu sais, j'ai cette tendance-là dans la vie. Tu sais, je veux dire, C'est ouais. puis j'en suis vraiment conscient, mais de plus en plus, j'arrive à voir les nuances puis mettre un emphase sur les nuances. Puis je pense que plus tu comprends quelque chose, plus tu peux te diriger vers comprendre les nuances. Tu sais, c'est facile de dire, j'écoutais un podcast justement ce matin, puis tu sais, ce qu'il disait, c'est le keto diet, le carnivore diet, le vegan diet ou le Mhm. intermittent fasting, c'est pas nécessairement des diètes qui sont meilleures, mais pour certaines personnes, d'avoir des lignes là, comme black or white, ça rend l'adhésion plus facile. C'est comme j'ai une règle à Mhm. suivre, puis c'est tout, puis je suis ma règle, puis c'est facile. Euh, puis je pense que c'est pour ça que le monde sont souvent portés à être dans des camps extrêmes comme ça. Moi, le premier. Par contre, en ce moment, je fais partie d'aucun camp extrême, ok, à part le camp MVP. Mais non, mais puis c'est C'est important qu'on en le, parle. c'est le Dunning-Kruger effect, au final, là, que tu expériences en ce moment-là. Ouais, C'est. Tu connais le Dunning-Kruger effect? The le more you fameux know, the wave less you de know. how you feel. Ouais, ouais, exact. Fait que oui, tu sais, puis Exact. c'est pour ceux qui le savent pas, là, ça serait d'avoir le graphique qui sort, ou à la limite, bam, tu pourrais juste partager ton écran dessus pour quelqu'un qui sait pas exactement de quoi on parle, mais réellement, c'est un graphique où est-ce que quand, quand tu commences à apprendre quelque chose, tu deviens vraiment confiant, puis tu deviens vraiment confiant dans tes connaissances, puis tu penses que tu connais tout, puis tu deviens quasiment driven, si on veut, tu penses que tu connais tout, puis que tu es un génie, dans le fond. Puis après ça, là, tu es comme au sommet de la courbe de l'imbécilité, parce que tu penses que tu connais tout, puis tu connais à peu près rien. Puis après ça, tu te mets à en apprendre plus, puis là, à un moment donné, tu pognes un quick drop, puis ce quick drop-là, là, t'en connais un petit peu plus, mais là, t'es comme, holy smoking shit, je connais absolument rien, je suis misérable, je suis minable, je pense, tu sais, comme je connais rien, puis là, il y en a trop devant moi, puis c'est vraiment, puis là, tu perds un peu ta confiance en toi, tu développes un certain sentiment d'imposteur, puis après ça, plus tu commences à apprendre, mais là, tranquillement, tu viens rebuilder ta confiance, dans le fond. Fait que le voilà, le pic, là, le pic ignorance qui appelle ici, là, j'ai appelé le pic de l'imbécilité, pour ceux J'aime qui mieux sont pic de juste imbéciles. l'imbécilité. Je trouve que ça sonne mieux. Mais souvent, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, on connaît tous quelqu'un là, qui écoute des vidéos YouTube, qui Mhm. commence à apprendre sur quelque chose, puis il est vraiment, vraiment conscient. Puis
tout le reste, c'est de la bullshit and whatever. Puis, à mon avis, c'est le pic de l'imbécilité. Puis après ça, on le voit qu'il y a un certain gap d'ego. Puis plus tu penses que tu connais, plus tu es confiant, ben plus il y a un certain... Ton ego rentre là-dedans. Fait que, tout ça pour dire que... On le voit tout le temps, là. Les étudiants tout frais qui sortent de l'université, là, c'est tout le temps ça, même. 100%. Comme moi, quand j'ai commencé à faire ça en coaching de nutrition. Pour de vrai. Sincèrement. Anyways, OK. Fait qu'on on peut lâcher le graphique, mais je trouve ça important d'en parler parce que c'est aussi un sujet sur lequel il y a le plus de misconceptions, puis qu'il y a un méga message, un méga agenda qui est... Je sais pas si c'est le terme en français, là, en anglais on dit un agenda, mais je pense pas que ce soit la bonne traduction, mais qui est poussé à... On a un certain narratif qui est poussé à démoniser les fats pour le gras parce que de démoniser quelque chose, créer un ennemi commun, ben ça rend le message plus fort puis ça vient créer des changements. Anyways. Les fats... On va juste rewind back, là, parce que je veux vraiment qu'on y touche, mais d'où ça vient exactement le signe que les fats bouchent tes artères, causent plus de maladies cardiovasculaires? Puis tu disais que ton take a changé de quelle façon? Exact. Fait que la première chose, c'est que ça vient de vieilles études, là, des vraies études scientifiques qui ont été approuvées, puis tout ça. Puis, si je me trompe pas, c'est les études de Ancel Keys. Peut-être que je me trompe, mais c'est lui qui est vraiment venu démoniser les fats. Puis peut-être que je me trompe sur le nom du chercheur, mais ça a été comme le gros mouvement Ancel Keys. Tu pourrais le trouver rapidement en googlant son nom, si tu veux. Puis lui, dans ses recherches, dans le fond, ce qu'il y avait, c'est qu'il avait fait certains liens comme quoi consommer des gras saturés, des trucs plus élevés en cholestérol était mauvais pour la santé, puis que la chose à faire était de créer un low-fat diet, qui veut dire protéines et carbs, majoritairement carbs dans ce cas-là, puis que ça allait être bénéfique pour la santé. Puis réellement, tout ça a vraiment été démystifié, puis de plus en plus, on se rend compte que c'est pas la chose, tu sais. Puis la façon où mon avis a changé, c'est que dans une diète majoritairement whole food, chez quelqu'un en santé, avec un poids santé, avec une composition corporelle santé, qui mange majoritairement des aliments pas transformés, consommer plus de fats, ben, il n'y a pas d'effet négatif sur la santé. T'sais. Puis encore une fois, il y a une limite à tout. T'sais, pour les gras saturés, ce qui a été prouvé, là, c'est un maximum de comme 10% de ton daily caloric intake qui viennent de gras saturés. Ça, c'est prouvé d'avoir aucun effet négatif sur la santé. Fait que dire comme je ne mangerai pas un morceau de steak ou un petit peu de beurre dans ma journée parce que je ne veux pas consommer de gras saturés, je pense que c'est un problème. Je pense que les gras saturés ont absolument leur place dans l'alimentation. Puis, pensons-y réellement, atteindre 10% de tes calories de gras saturés, il faut que tu en manges beaucoup. Par exemple, parce que souvent, ce qu'on va dire, c'est que les recommandations de pourcentage de calories provenant des fats, c'est 20% à 30% pour la majorité du monde. Il y en a qui vont se rendre à 40, il y en a qui vont se rendre à 50. Dans un cas de keto, c'est encore plus que ça. Par contre, si tu penses, tu sais, souvent on dit, OK, ben, du steak, c'est du gras saturé, du beurre, c'est du gras saturé, de l'huile de coco, c'est du gras saturé, des œufs, c'est du gras saturé. Mais réellement, si tu y penses à un steak, là, un gros steak fatty comme le ribeye qu'on parlait tantôt, cuit dans le beurre, ton steak, le gras de ton steak est barely 45-50% de gras saturé. L'autre 50%, c'est majoritairement du gras monoinsaturé, puis peut-être un peu de polyinsaturé, surtout si tu vas consommer un grass-fed beef qui va contenir plus d'oméga 3, mettons. Fait que si tu as 20% de tes calories, bam, en ce moment, qui proviennent des fats, puis qu'ils viennent juste de bœuf qui est comme le devil, là, ben réellement, tu as 10% de ton caloric intake qui provient de gras saturés. Fait que c'est quand même difficile à dépasser si tu manges des vrais aliments. T'sais. Après ça, je te dis pas de tout cuire dans une marée de beurre. Je veux dire, c'est absolument pas ça. Mais ça a été prouvé d'avoir absolument aucun impact négatif sur la santé. À 10%. 10% serait le threshold, si je comprends bien. Ou tu parles de... Je serais porté à croire que dans une diète santé, quelqu'un qui a un poids santé, qui est métaboliquement en santé, je pense que plus élevé serait pas problématique, mais ce qui est comme... J'aurais aucun stress à être backed by tons of studies, si on veut, ce serait 10%, comme c'est vraiment facile à backer.
Parce qu'il ne faut pas Donc, ça, oublier c'est que... ton recommandation safe. Ouais, exact. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas des milliers d'études qui sont faites juste sur du monde vraiment en santé, qui mange des vraiment bonnes diètes de whole food, this and that, right? Mhm. Fait que si on avait ça, puis ils testaient ça sur toi, puis sur moi, puis d'autres athlètes qui sont vraiment en santé, qui ont une bonne diète, puis qui mangent minimalement transformé, probablement que plus haut, on ne verrait pas d'impact négatif. Par contre, le safe number, là, c'est 10% de tes calories journalières. Anyways. Good. Euh, Ça, c'est la première chose par rapport aux fats, maladies cardiovasculaires, puis les gras saturés qui sont souvent démonisés. Okay? oui, En haut de 10%, il se passe quelque chose? Est-ce que là, à ce moment-là, les gras saturés deviennent plus problématiques? OK, c'est là que je m'en allais, puis c'est là où mon discours a peut-être changé dans les derniers mois. Ce que je pense qui est négatif, réellement, c'est une haute consommation de gras saturés chez le monde qui ont déjà des problèmes de santé puis de mauvaise santé métabolique. Par exemple, on parle de mon oncle Robert qui pèse 260 livres, qui boit, qui a une diète qui a une diète vraiment, le sad diet, si on veut, une diète vraiment typique qui est majoritairement transformée. Ben pour cette personne-là, je pense maintenant que dire de limiter la consommation de viande rouge puis de gras saturés est une bonne recommandation. Dans son cas à lui, le temps que sa santé puis ses facteurs de santé s'améliorent. Chez quelqu'un en santé, c'est différent. Pourquoi viande rouge? C'est parce qu'il contient plus de gras saturés ou c'est par rapport à un autre facteur? La façon dont je le vois, ça serait par rapport au gras saturé. Même principe que chez cette personne-là, je dirais, OK, ben regarde, on va limiter la consommation de beurre, utilise l'huile d'olive, utilise des trucs qui vont être moins élevés en gras saturé dans ce contexte-là. Donc, lui, il pourrait manger de la viande rouge, mais lean. Fait que, mettons du extra lean ground beef 95,5. Je verrais zéro problème. Je verrais zéro problème à ça. Mais souvent, à un moment donné, c'est plus c'est gris, plus c'est difficile de donner une recommandation at large à quelqu'un. Il s'assurer que les effets soient ceux escomptés. Là. Exactement. Puis je veux dire, cette personne-là, ben peut-être que dans ses habitudes, si il veut se faire un burger, mais il va pas prendre le ground beef avec 5% de gras qui est vraiment très maigre. Il va peut-être prendre le mi-maigre ou le whatever qui est comme 20% de gras. Puis ben là, ça commence à en faire beaucoup. Puis ça va faire qu'il va consommer plus de calories. Puis en plus, son burger, il va le mettre en 2 slices de pain avec ben du ketchup et de la mayo, right? Fait que là, c'est là où ça devient problématique. Ouais, c'est plus dur. Puis, ouais, c'est ça. C'est plus dur de choisir après ça ces codes de mie rouge, faire la Exact. distinction entre OK, ça c'est du lean, ça c'est pas lean, c'est pas Versus lean. tu dis mange du poisson puis du poulet, ben c'est Ouais. relativement facile d'avoir de quoi de plus lean en général. Poisson Puis blanc. exact. Puis va contenir moins de gras saturé. Je veux dire, même un poisson style du saumon, un poisson gras, ben, un poisson gras va contenir certaines quantités de gras saturés, mais va contenir beaucoup de gras polyinsaturés, beaucoup d'oméga 3, mettons. Yeah. OK. Fait que tout ça est aussi à prendre en considération. Fait que je pense que c'est une façon, si on veut, parapluie, là, un umbrella recommendation qui rend les choses faciles pour ces personnes-là. Good. All right. Euh, Et pourquoi ça serait plus problématique pour eux? Est-ce que le gras saturé est plus dur à, je sais pas, digérer, métaboliser? C'est où que ça devient problématique? le problème réellement chez ces personnes-là vient à mon avis, de deux choses. Souvent, ça va venir des problèmes de santé métabolique à la base. Okay. Puis, fait que les deux gros problèmes, si on veut, là, souvent on entend parler de comme le HDL, le cholestérol, qui est le mauvais cholestérol, qui à mon avis est pas mauvais du tout. Puis on va aussi entendre parler des triglycérides, puis on va aussi entendre parler du fasted blood sugar ou du HbA1c, l'hémoglobine A1C et hémoglobine A1C, qui sont ton facteur de comme... Hémoglobine glyquée en français, si je me trompe Voilà. pas. Puis ces deux trucs-là sont beaucoup plus impactés par deux choses. Ben, en fait, les niveaux d'inflammation puis le HDL est beaucoup plus impacté par les gras trans. Ça, c'est la chose qui va réellement avoir un impact là-dessus. Puis l'hémoglobine glyquée, ben, c'est le sucre, les glucides simples. Les glucides chez quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin d'autant de glucides comme source d'énergie. Right? Quand on parlait des glucides dans les derniers épisodes, on parlait des spikes de blood sugar, mais quelqu'un qui a toujours un taux de sucre élevé dans son sang et qui ne l'utilise pas comme source d'énergie parce que tu es assis sur ton couch,
ben là, Ah ça peut être ouais. Ouais. problématique. Puis c'est lié avec le taux d'hémoglobine glyquée à la hausse parce que ça veut dire que tu as beaucoup de sucre en circulation dans ton sang et tu ne l'utilises pas. Donc, il fait juste se promener dans ton corps plutôt que de se promener vers un muscle pour que tu l'utilises à faire de l'activité physique, par exemple. Si je Exact. comprends bien, c'est ça. Exact. Puis après ça, dans ton sang, dans tes artères, puis tout ça, c'est à ce moment-là où on commence à avoir un bad mix, puis qui fait que les gras saturés pourraient s'accumuler sur les parois, qui pourraient causer des problèmes cardiovasculaires. OK. Fait que là, je veux juste qu'on prenne le temps de différencier tous ces facteurs-là, là, parce qu'on parle de choses, toi et moi, on est peut-être plus familiers avec ces choses-là, mais puis on reviendra aussi sur les types de gras, mais on va parler de gras saturés, polyinsaturés, gras trans, etc. Mais on a parlé aussi là, de l'hémoglobine glyquée. Tu as parlé d'HDL, LDL. Là, on est sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Mhm. Peux-tu juste nous expliquer la différence entre les HDL, LDL, puis pourquoi c'est des marqueurs intéressants de santé métabolique? Ouais. Fait que la première chose, c'est on entend tout le temps parler du HDL comme étant le bon cholestérol. Puis encore une fois, quelqu'un qui connaît pas ça va dire ah mon cholestérol est élevé, c'est mauvais, right? C'est pas tout à fait vrai parce que d'avoir des niveaux de HDL plus élevés, ben c'est une bonne chose. Puis dans le fond, HDL stands pour en français, je sais pas, haute densité lipoprotein en anglais. Là, en anglais, c'est high density lipoprotein. Fait que c'est des molécules de gras qui sont super denses, dans le fond. Puis ceux-là vont bien circuler, sont pas problématiques. Versus le LDL, c'est des low density lipoproteins, ce qui veut dire qu'ils sont des fois soit plus grosses, mais moins denses, puis eux sont portés à peut-être moins bien circuler, si on veut. De manière générale, les HDL vont être liés à un paquet de bons effets sur la santé. Fait que diminution pardonne-moi, de taux de maladies cardiovasculaires, de stroke, de heart OK. attack, des affaires comme ça. Des hauts niveaux d'HDL souvent pourraient être liés à l'effet contraire, si on veut. Par contre, cette mesure-là seule ne veut rien dire. Quelqu'un qui a un haut HDL, il y a beaucoup de low density lipoprotein, quelqu'un qui consommerait beaucoup de fat. Exemple, en ce moment, le premier exemple qui me vient en tête serait Paul Saladino, qui mange un animal-based diet, que ses seules sources de protéines, c'est de la viande rouge. Il mange des fatty steaks, des fatty burgers à tous les jours. Probablement qu'on serait capable de trouver son blood work à lui, puis ses HDL seraient probablement élevés. Par contre, ça, c'est pas problématique. C'est problématique quand il y a d'autres choses qui sont élevées, comme l'hémoglobine glyquée, qui est ta moyenne de taux de sucre dans ton sang pendant 3 mois, ou tes triglycérides. Ça, c'est la chose qui peut être vraiment problématique, à mon avis. Les Fait que, LDL, si elles seules sont élevées, puis tes HDL aussi sont élevés, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, fait que ton ratio, par exemple, de LDL, HDL est bon. Est-ce que c'est problématique aussi? Est-ce qu'il faut le prendre absolument pas. comme... Donc, Absolument pas. la... OK, donc, Le, veux-tu nous expliquer le LDL indépendamment? C'est quoi le... What's the deal? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la distinction HDL, LDL. OK. Le LDL, en fait, c'est une molécule de cholestérol qui peut être élevée dans ton corps de plus. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent élever tes LDL. Fait que la consommation de gras saturés et ainsi de suite. Par contre, les LDL, c'est eux qui peuvent causer un certain build-up dans tes artères, qui peuvent venir causer un blocage, si on veut. Par contre, ça se passe pas si le reste va bien. Fait que c'est vraiment un indicateur chez quelqu'un qui est pas en santé, quelqu'un qui est pas en santé, qui a un haut niveau de LDL. Chez cette personne-là, on peut voir que ça peut être problématique. Quelqu'un qui est diabétique puis qui a un haut taux de LDL, comme c'est vraiment stressant. OK. Quelqu'un qui est, OK. moi, probablement qu'en ce moment, mes taux de LDL sont relativement hauts, mais je suis convaincu que mes autres marqueurs sont tous bien, fait que j'ai absolument aucune inquiétude d'avoir des LDL élevés. Puis mes LDL seraient hauts parce que je consomme une diète qui est relativement high fat, puis je vais consommer des gras saturés sans nécessairement faire attention, en mangeant un fatty steak avec 6 œufs ce matin, en mangeant plein de sources de fat. OK, je comprends bien. Fait que la préoccupation envers les taux de LDA, c'est vraiment dans un environnement où la personne
a une moins bonne santé générale, une moins bonne Exactement. santé métabolique. Donc, si Exact. c'est juste les LDL qui sont élevés, c'est pas problématique parce que, comme tu as dit, toi, tu es capable tes autres marqueurs de santé sont bons. Mais quelqu'un qui a un mix, c'est là que ça peut devenir intéressant d'essayer de réduire les taux de LDL. Je Comme pense que quelqu'un c'est qui le est... first step. Fait qu'il y en a qui vont dire non, on s'en fout. Moi, je pense que dans une personne qui est pas en santé, à ce moment-là, ça devient intéressant de peut-être essayer de diminuer ces taux-là, le temps que la personne soit en meilleure santé. C'est comme quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle. Cette personne-là a intérêt à diminuer sa consommation de De sel dans sel. son alimentation Ouais. parce que elle, ça va avoir vraiment un effet négatif sur sa Mhm. santé versus toi et moi, on fait pas d'hypertension, on est en santé, on bouge, notre consommation de sel a très peu de chances d'avoir des effets négatifs sur notre santé. C'est pas comme indépendant du reste. C'est pas tu manges beaucoup de sel, t'es à risque. Absolument pas. Je veux dire, probablement que toi puis moi, on prendrait notre pression ce matin assez relax, puis on aurait des niveaux de pression parfaits, là, autour de 120 sur 80, qui est comme le gold standard, si on veut, ou peut-être même qu'on serait plus bas que ça, du fait qu'on est en santé, de bonne santé cardiovasculaire, même si, pour de vrai, je dois consommer 5, 6, 7, 8 grammes de sel par jour, là, je veux dire, je bois du sel dans mon eau avant de m'entraîner, en me levant le matin, j'en mets sur tout ce que je mange, j'aime ça, tu sais. Mais ça serait pas un problème sur ma pression. Par contre, quelqu'un qui fait du surpoids, qui a d'autres, tu sais, qui a d'autres facteurs qui fait que son alimentation est pas en point puis qui en consomme déjà dans des aliments hyper transformés, ben là, c'est problématique. Tu sais, fait qu'il faut penser au big picture puis pas essayer de démoniser une chose pour tout le monde. C'est là la distinction, puis c'est ça qui rend le message difficile à véhiculer. Puis inversement, il faut pas dire que les gras saturés, c'est bon pour tout le monde non plus. Ça me fait Exactement. penser au trend du coconut oil puis des MCT oil et du bulletproof coffee. Je veux Mhm. dire, que toi ou moi on fasse un bulletproof coffee, on est Pas good, stressant. pas stressant. Mais que ma tante Ginette fasse le bulletproof coffee, Exact. est plus stressant. Exact. Puis tu vois, c'est là où mon discours change parce qu'il y a un certain moment où est-ce que je disais à tout le monde que, hey, je veux dire, tu regardes réellement, j'ai lu un livre qui s'appelle The Big Fat Surprise qui vient vraiment comme revoir toutes les études positives. Honnêtement, c'est un livre, c'est lourd, là, mais qui venait revoir un paquet d'études, ça avait pas de bon sens, puis qui permet de comprendre ça un peu. Puis j'ai fini de lire ça, puis c'était comme, ah, les gras saturés, tu sais, c'est pas stressant pour tout le monde. Je pouvais recommander, tu sais, mettons, quelqu'un en famille qui est diabétique, ben, je pourrais dire, ben, regarde, cuis tes œufs dans du beurre, c'est pas stressant, c'est bon pour toi, descendant. Puis pour cette personne-là, peut-être que c'était pas le message à véhiculer. Mhm. Mhm. Intéressant. On a parlé, là, on a bien différencié HDL, LDL, hémoglobine glyquée. Avais-tu mentionné un autre facteur ou autre chose qui était intéressant à surveiller sur ton blood work, par exemple? Oui, oui, mais la réalité, c'est est-ce qu'on veut rentrer là-dedans parce que c'est pas. Même toi puis moi, je me suis pas. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai passé du blood work, puis le monde ne le font pas, puis on n'y a pas nécessairement accès au Québec. Mais ce qui est, à mon avis, les deux choses qui sont problématiques, réellement, là, à part l'hémoglobine glyquée, vont être les triglycérides. OK? Ok. Puis ça, souvent, vont être augmentés à travers consommation de gras trans puis de sucre. Fait que c'est ce qui va avoir un impact sur les niveaux de triglycérides qui, ça, peut être dangereux. Mettons, quelqu'un qui a un haut HDL puis très peu de triglycérides, c'est pas hyper stressant. Mettons. Encore une fois, il y a d'autres choses à prendre en contexte. Puis, l'autre chose, ce serait les niveaux d'inflammation. Fait que, C-reactive protein, ce qui donne un impact sur les niveaux d'inflammation, mais l'inflammation chronique est un des plus gros killers dans le monde. Je veux dire, vraiment, là. Fait que ça va causer des problèmes. Fait que, je te dirais, c'est vraiment là où ça se passe. Écoute, ça, pour de vrai, je suis content qu'on ait pris cette tangente-là parce que ça devient mêlant. Ça devient mêlant, on entend un paquet d'affaires. Puis de ce temps-ci, on se fait bombarder à gauche et à droite de différents points de vue. D'un côté, on se fait dire depuis des années que les gras saturés, c'était evil, etc. Et là, de plus en plus, il y a des influenceurs comme Paul Saladino, puis l'autre, là, le gros Sean docteur, Baker. là, Sean Baker, qui mange juste de la viande et des gras saturés. Puis ils nous disent non, c'est pas mauvais. Comme, un peu comme tout, on se rend compte que la réalité est peut-être plus une nuance, on est Mhm. peut-être plus dans une zone grise, puis ça dépend probablement plus du contexte overall. Mhm.
Ouais, vraiment. Puis tu vois, c'est drôle parce que j'ai écouté leur truc aux deux récemment. Euh, je- Ça reste que ça m'intéresse, ce qu'ils font. Puis je pense qu'il y a du bien dans ce qu'ils font. Par contre, ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que par exemple, Carnivore MD, là, c'est Paul Saladino, ça fait bien des fois qu'il se trompe, puis qu'à toutes les fois, il est vraiment extrême dans son message. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant un bout, il était vegan, puis il poussait le veganisme. Vraiment, vraiment. Puis là, ça a pas marché pour lui, mais c'était ça le message qu'il véhiculait. Après ça, il a parlé de paleo diet. Là, ça a comme poussé. Puis là, finalement, il est passé à carnivore. Puis le carnivore, il a écrit un livre, le Carnivore Code. Puis ça a pas fonctionné finalement pour lui pour certaines raisons. Puis là, il est rendu animal based. Puis là, c'est juste animal based. Puis next thing you know, ben, son business partner, c'est Liver King. Tu sais, Mhm. Exact. ok. Je pense que, tu sais, je veux dire, par contre, puis lui, son message, puis tu vois, il commence à shifter son message. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant un bout, c'est comme Plants are trying to kill you, oxalate and tu sais, les oxalates dans les Mhm. épinards essayent de te tuer, vont te causer des kidney disease, l'avoine, le gruau, c'est genre horrible for you. Puis pendant un bout, il poussait ce message-là. Puis tu vois, hier, j'ai vu quelque chose passer de lui qui disait, bon, mais, tu sais, il parlait de Andrew Huberman qui disait, regarde, moi, je veux donner un conseil à quelqu'un qui veut améliorer sa santé, perdre du poids. Il dit, je vais lui dire de manger de la viande, de la volaille, des poissons, des fruits de mer, des fruits puis des légumes. Puis comme, si tu manges juste ça autant que t'en veux, là, ça va bien aller, tu sais. Puis Paul Saladino a comme approuvé. Il dit, c'est pas purement animal-based, mais il dit, si tu peux faire ça, ça va être bon. Fait que tu vois qu'il commence à peut-être nuancer son message un petit peu, que sinon, il était Fait que, vraiment black or il est white. peut-être tanné de se faire tag dans les reels de BioLink qui l'exposent sur la validité de ses citations et de ses faits. Ben, il se fait taguer dans tout le monde, mais honnêtement, tu sais, quelqu'un qui va mettre l'emphase sur quelqu'un d'autre dans ses vidéos, je pense que les deux veulent aller chercher du clout un pour l'autre, tu sais, je veux dire, vont utiliser la plateforme d'un autre pour aller chercher une certaine notoriété eux-mêmes. Par contre, Sean Baker, j'ai écouté son podcast sur Joe Rogan, qui honnêtement, je recommande vraiment, vraiment intéressant à écouter, puis son podcast, c'est pas pour pousser le carnivore diet. Ce qu'il dit, c'est que lui, il aime ça, puis que ça fonctionne pour lui, puis que si t'as envie de faire autre chose, tu fais autre chose, faut juste que tu trouves ce qui fonctionne pour toi réellement. T'sais. Fait que c'est ce qu'il fait. Il prouve que ça va bien, qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de risque de santé, mais il Mhm. est pas en train de dire à tout le monde d'être carnivore. Il dit, moi, voici ce Non. que je fais, puis voici ce qui fonctionne pour moi. T'sais. Ouais, ouais. Ben, le point à Sean Baker, je pense, c'est vraiment plus, hey, il y a des diètes alternatives qui fonctionnent aussi bien. Parce que Mhm. lui, son histoire, rapidement, c'est que c'était un cardiologue, puis il était obèse. Fait que là, à un moment donné, il a hit le wall, puis il s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas être cardiologue, puis comme représenter le lifestyle qui apporte le plus de facteurs de risque pour les maladies que j'essaie de soigner. Puis il Mhm. s'est repris en main, puis lui, ce qu'il a trouvé, c'était le carnivore diet, mange juste de la viande. Puis ça, Depuis 10, 12, 15 ans, 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Puis, c'est fou comment il a transformé son corps. Tu sais, je veux dire, il a fait un paquet d'autres choses aussi, là. ouais. Comme probablement qu'il mange moins de scrap tout court, il mange probablement moins de calories overall, il s'entraîne plus, il est plus actif. Il y a un paquet de choses, puis il aurait pu atteindre ses résultats d'une autre façon. Mais ce qui est intéressant, c'est comme ça fait 10 ans qu'il fait ça, puis il y a 10 ans, le discours qui était prédominant, il n'y avait pas beaucoup de discours alternatifs, c'était éviter les gras saturés, éviter la viande rouge, manger Mhm. lean, etc., etc. Puis lui, il a réussi à démontrer que, hey, mon blood work s'est amélioré, j'ai perdu du poids, tout va bien, puis je mange, guess what, je mange juste de la viande rouge, puis ça vient avec un paquet de saturated fat. Mhm. Exact. Versus C'est le vraiment Paul intéressant. Saladino, j'ai vraiment de la difficulté avec. Là. Lui et Liver King, là, je les vois quasiment plus comme des charlatans. Là. Ils essayent Ouais. de vendre des trucs, ils aiment faire parler d'eux, puis ils aiment comme ils aiment provoquer dans leurs propos ou semer la controverse. Là. C'est pas mes Ouais. profs. Là. Moi non J'ai plus. arrêté Mais de les suivre les deux, là, j'étais plus capable. Paul Saladino, j'écoute encore. Puis il y a des trucs que, tu sais, je veux dire, je pense que ça fait partie de mon rôle de voir ces messages-là passer aussi, puis de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est trendy. Mais tu vois, moi, j'ai aussi de la difficulté avec Lane Norton, qui est le préféré de plusieurs. Fait que, je veux dire, Mm-hmm. on peut pas tous apprécier tout le monde. Anyways, pour revenir aux fats, on a peut-être, je veux pas dire briser certains mythes, mais tu sais, parler de certaines choses qui sont vraiment préconçues.
ce que j'aimerais qu'on fasse aussi, c'est de parler des rôles des fats. Parce que, à mon avis, une des choses c'est peut-être cette conscience-là qui manque chez le monde de comprendre l'importance des fats. Parce que le monde va éviter les fats souvent parce que, hey, c'est vraiment calorique. Puis les athlètes, par exemple, on a besoin de beaucoup de carbs. Fait que les fats, on les oublie. Puis les fats sont vraiment, vraiment importants pour la santé. Je veux dire, puis là, je vais faire attention à de la façon dont je le dis, mais les protéines, c'est essentiel, t'en as besoin. T'en as besoin pour vivre, c'est essentiel, c'est primordial. Puis les fats aussi, les carbs, non. Je te dis pas en manger, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, les fats, t'as tu sais, there's such a thing, une quantité minimum ou une quantité essentielle de protéines à consommer. Puis le même principe pour les fats, les carbs, non. OK. Les fats sont essentiels, puis souvent, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que quelqu'un qui met son emphase juste sur les protéines lean puis les carbs va peut-être pas assez consommer de fats pour ses minimums de santé. Puis c'est là où ça devient problématique. Tu sais, quelqu'un qui va manger, on le voit typique dans les diètes typiques de bodybuilding où les athlètes, ben, vont manger des egg whites comme source de protéines, vont manger de la protéine en poudre, vont manger des poitrines de poulet, vont manger du poisson blanc, des crevettes. Puis ils vont pas ajouter de source de fats à leur repas. Fait que finalement, ils consomment, je sais pas moi, 40 grammes de fats dans leur journée, par exemple. Puis là est le problème. Parce que réellement, les fats sont essentiels à une bonne santé. Les fats vont t'aider à absorber certaines vitamines, right? Tu te fais une belle grosse salade, là, puis comme plein de bons aliments là-dedans. Puis tu prends la vinaigrette low fat, ok, tous les trucs low fat, les vinaigrettes low fat, les low fat options, à mon avis, c'est la pire BS qu'on a pu voir. Mais ton corps a besoin de fats pour absorber certaines vitamines. T'as pas besoin de le savoir par cœur, mais il y en a quatre. C'est A, D, E, puis K. C'est les quatre qui sont fat solubles. Si tu consommes là, puis tu consommes pas de fats, ben, tu les absorberas pas, ils sont liposolubles. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis même que j'ai appris récemment euh, que, mettons, ta vitamine D, il y a beaucoup de monde, souvent, moi, je disais, prends-la avec le déjeuner. Souvent, c'est un repas qui est peut-être un petit peu plus gras. Souvent, ça c'est quelque chose que je savais pas, mais pour bien assimiler ta vitamine D, tu aurais besoin jusqu'à comme 11 grammes de fats. Fait que de le prendre avec un repas, c'est important, versus quelqu'un qui apprendrait direct tout seul en se levant, même si elle est mélangée dans un petit peu d'huile que tu prennes en goutte ou en gélule, ça sera pas assez pour maximiser ton absorption. Fait que fun fact là, que j'ai appris que j'ai appris récemment sur une quantité minimale de fats à consommer avec. Après ça, les fats vont aussi servir à un paquet de choses. Tu sais, dans la conversation sur les glucides, on en a parlé, mais les fats sont une bonne source d'énergie. C'est beaucoup de calories, là. Un gramme de fats, c'est 9 calories, puis c'est une excellente source d'énergie parce que ça donne beaucoup d'unités d'énergie, si on veut, right? Puis après ça, c'est que c'est une source d'énergie qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, techniquement. T'as-tu déjeuné ce matin? Non. OK. Fait qu'en ce moment, tu runs sur des fats comme source d'énergie majoritairement. On est assis ici, puis c'est les fats ton source d'énergie, c'est pas tes carbs de hier ou de peu importe, right? T'as besoin de produire de l'énergie avec quelque chose, puis tout ce qui est en dessous, ça c'est plus difficile dans les sports d'équipe ou d'entraînement ou ainsi de suite, mais parce que la majorité des études sur les substrats d'énergie vont être sur des sports d'endurance, right? Euh, mais techniquement, en bas de comme 65 à 75% de ton VO2 max, c'est quand même une pas pire intensité, mettons, c'est pas un all-out sprint de fou, mais ta source primaire d'énergie, c'est les fats. Fait que je te garantis qu'assis là, en train de faire un podcast ou chez vous, en train de faire le ménage, d'étudier, de marcher pour aller à l'école, t'es vraiment pas proche de ce sommet d'intensité-là pour utiliser les glucides comme source primaire d'énergie. Puis encore une fois, c'est pas juste, là, on brûle juste des fats, puis après, quand tu dépasses le 75%, c'est juste des carbs, tu sais, je veux dire. C'est ça, faut comprendre que c'est un continuum, puis en tout temps, un chip, ben, tu peux utiliser les deux en même temps, mais comme c'est des proportions aussi. Là. Exact. Fait que probablement que rendu autour de 65-75, c'est là où il y a le shift, puis c'est à peu près une quantité égale des deux. Mais en dessous de ça, t'es majoritairement des fats, puis au-dessus de ça, t'es Ouais. majoritairement des carbs. Ça va dépendre aussi de ce qui est disponible. Là. Je veux dire, Mhm. quelqu'un qui mange énormément de carbs, très peu de fats, même s'il est à plus basse intensité pour un effort, il va utiliser plus de glucides parce que c'est ce qui est disponible. C'est ce qui est disponible, puis si ton blood sugar est élevé parce que t'en as consommé, c'est la première source d'énergie que ton Mm-hmm. corps va utiliser. Mm-hmm. Mais, Versus quelqu'un qui fait une vraie diète cétogénique,
une vraie diète cétogénique, un vrai keto diet, ben, il va rouler plus longtemps sur les fats à plus haute intensité. Exactement. Fait que le corps arrive à bien s'adapter à tout ça. Yeah. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que, tu sais, mettons des glucides ou du glycogène dans ton corps, ce qu'il disait, c'est, encore une fois, dépend de ton size. Quelqu'un qui est 140 livres versus un bodybuilder de 280, t'as pas les mêmes réserves de glycogène, t'as pas le même espace pour le garder. Mais tu sais, d'un point de vue de glycogène, quelqu'un peut avoir entre 1200 puis 2800 calories de storées dans ses muscles, dans son corps. 2800, je pense, c'est quelqu'un de quand même très musculaire puis qui consomme assez de glucides, mais ça donne une idée de quantité d'énergie que tu as de storé. Puis réellement, il y a personne dans un entraînement en salle d'une heure, mettons, qui va brûler Non. 1200 calories de Non. glycogène. Ceux qui ont les plus hauts taux de glycogène par volume musculaire, là, comme un ratio, c'est les athlètes d'endurance. Parce que c'est une des adaptations suite à leur sport. Quelqu'un qui court des marathons, qui fait des Ironman, il va stocker bien plus de glycogène dans ses muscles par fibre musculaire, là, si on veut l'exprimer comme ça, que quelqu'un qui s'entraîne en salle ou même un bodybuilder. C'est juste que le volume musculaire total va aussi influencer la quantité totale. Ouais. Puis ça reste que cette quantité-là d'énergie, c'est rien si on le compare à la quantité de calories, d'énergie, de gras qu'on a stocké sur notre corps. Pour de vrai, c'est fou, là. Les chiffres dans un cours que j'avais fait avec Phil Smith de Prescript, ce qu'il parlait, c'est que le monde, quelqu'un de vraiment en shape, mettons, là, a 110 000 calories de fats de storage sur son corps. 110 000 calories de fat storage sur son corps, puis quelqu'un d'obèse là, aurait jusqu'à 500 000 calories de fat de storage. C'est comme... c'est du stock. Hey, Puis c'est du stock, tu peux rouler longtemps là-dessus, là. Vraiment, tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui peut faire des jeûnes puis ben, vraiment pas une recommandation à personne, mais du monde qui jeûne pendant des mois, là. Je veux dire, tu l'as ton énergie sur ton corps parce que tu brûles pas 500 000 calories en un mois, là. Impossible. Impossible. C'est un joueur de foot qui a fait ça. C'est un lineman, j'ai oublié son nom. Il a jeûné durant... Ouais, j'oublie son nom, mais il a vraiment perdu du poids. Il a vraiment perdu du poids. Transformation crazy, là. C'est très extrême, mais comme ça peut fonctionner. Puis tu as sûrement déjà entendu parler de cette étude-là, qui était une étude de cas, quelqu'un qui a jeûné durant presque un an. Et je me rappelle plus c'est combien de jours exactement. On pourrait le Google vite puis trouver, là. Mais c'était quelqu'un qui était obèse. Ouais. Il a jeûné durant des centaines et des centaines de jours. Si je me souviens bien... 382. 382 jours. Si je me souviens bien, il y avait quand même des suppléments de vitamines et autres choses juste pour s'assurer qu'ils fonctionnent relativement bien. Mais reste que cette personne-là n'a pas mangé pendant 382 fucking jours. Puis il a perdu shit tonne de poids. Là. C'est normal. Puis il est encore... Ben, je sais pas s'il est encore en vie. Là. Je sais pas l'étude de... La date de quand aussi il s'est fait frapper par un char peut-être. Là, mais... fait comme... Il est pas mort durant les 382 jours qu'il a jeûné, en tout cas. Non. Puis, je veux dire, c'est pas de recommandation. Sur le poids qu'il il a perdu ben des affaires, dont probablement ben de la masse musculaire. Probablement même que sa densité osseuse a diminué. Ouais, puis, je veux dire, je pense pas que c'est vraiment pas une recommandation puis une façon de le faire, là, mais ça reste que c'est possible. Puis, il était pas juste sur son divan à rien faire parce qu'il y avait pas d'énergie. Là. Il devait avoir des niveaux d'énergie corrects parce que son corps était rendu super efficace à utiliser à prendre son gras corporel puis venir le transformer en énergie qu'il peut utiliser immédiatement. Imagine passer tes journées puis tu manges jamais. Ça te donne du temps dans tes journées. Ta blonde, elle déjeune. Toi, tu manges pas. À dîner, tu manges pas. Vous allez au resto, tu manges pas. Non, tu y vas pas. Tu fais pas l'épicerie. Tu te fais pas à manger. Tu vas pas au resto. Man, c'est fucké, là. Je serais riche, man. Ouais, exact. Il devait avoir tellement de temps. Il devait dormir plus aussi, là, j'imagine, à un moment donné. Rien à faire, là. Sûrement. Sûrement. Mais, anyways. Fait que tout ça pour... Les stocks de fat sont vraiment plus hauts que tes stocks de glycogène, surtout en termes d'énergie disponible dans ces stocks-là. Exact. Puis après ça, il faut pas oublier que cette énergie-là va être utilisée
les fois où tu vas être en déficit calorique, techniquement, puis que là, ça va être ça ta source d'énergie, puis là, tu vas venir un petit peu vider tes réserves d'énergie sur ton corps. Tu sais, ton corps, le gras que tu as sur ton corps, c'est tes réserves d'énergie que ton corps va utiliser à brûler ben, du moment que tu vas avoir besoin de cette énergie-là parce que tu n'en consommes pas assez dans ton alimentation. Mhm. C'est Fait une que, adaptation très naturelle là, quand tu y penses. Je veux dire, il y a par rapport à l'évolution de l'être humain, là, ça fait pas très longtemps qu'on mange du matin en au surplus. soir à tous les jours. Puis en surplus, c'est encore plus récent. Et Mhm. comme il y a une époque où est-ce que petit Marc dans la prairie et petit Bam dans la prairie pouvaient tomber sur un animal, puis avoir de la chance, puis le tuer, puis OK, le manger, puis pas on manger prend, après ça pendant une semaine de temps. Là, on prend une tangente qui me fascine en ce moment. OK? Il y a une semaine ou deux, je t'ai envoyé des liens, puis je regardais encore des vidéos de ça hier, puis je veux le faire en 2025. OK? Fait que si l'invitation est encore lancée, là, je regarde les trucs des tribes Hadzabe en Tanzanie, puis j'ai vraiment envie d'aller vivre cette trip-là avec eux, où est-ce que eux chassent leur repas, puis j'ai écouté une vidéo hier, puis c'est comme, c'est quoi la chose la plus importante pour vous? C'est quoi qui vous rend le plus heureux? Puis c'est comme, c'est de la viande puis du miel, puis that's it, c'est comme si quand ils arrivent à trouver de la nourriture, puis c'est incroyable, puis je vais aller vivre cette trip-là là-bas. Il reste entre 1500 puis 1200 de cette tribu-là, puis c'est probablement une des dernières tribus à vivre de cette façon-là. Est-ce que quand ils mangent, c'est parce qu'ils ont réussi à tuer un oiseau, tuer un écureuil, tuer un babouin, puis c'est comme ça qu'ils mangent. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent. Puis, je veux dire, ils ont de l'énergie. Là. Il y a des journées qu'ils vont ne pas manger parce qu'ils n'arrivent pas à attraper quoi que ce soit ou à trouver quoi que ce soit, puis ils ont de l'énergie quand même. Puis, tu sais, dans leur cas, je veux dire, il y a personne là-bas qui est gras. Là. Je veux dire, il y a personne qui mange assez pour ça, mais techniquement, manger assez, ben, tes réserves, je veux dire, un ours qui hiberne va se faire des réserves d'énergie pour la période où est-ce qu'il n'y aura pas de nourriture, par exemple. Tu sais. Fait que l'invitation est encore lancée. Si tu as envie de vivre ce trip-là, honnêtement, moi, j'en rêve vraiment en ce moment. petit Bam et petit Marc dans la prairie chassent en Tanzanie. Ouais. Ça serait bon. Ça serait bon. Imagine le podcast en revenant de ça. Si, hey, si vous pensez que c'est une bonne idée, écrivez-le dans les comments. Bam va venir avec moi. Let's go. Mais, anyways, pour revenir aux fats, tu sais, je voulais juste parler peut-être de continuer sur les rôles des fats, parce qu'on a parlé de sources d'énergie puis d'un paquet de trucs. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut pas oublier que les fats sont vraiment utiles dans la production d'un paquet de choses dans ton corps. Ils vont être utiles dans des fonctions enzymatiques, dans des productions hormonales. Ton corps, tu sais, il y a certaines Mon Dieu, j'ai un blanc. J'ai un blanc sur le nom. Anyways, tu sais, ton cerveau est constitué majoritairement de fats. Puis ça, c'est une des choses que j'avais mal compris à la base. T'sais, dans ma tête, ton cerveau avait besoin des fats comme source d'énergie, mais non, ton cerveau utilise le glucose comme source d'énergie. Par contre, ton cerveau, là, si on prend le dry weight, là, c'est comme 60% de fats. Ton cerveau est constitué de fats, puis il a besoin de gras, de essential fatty acids, des gras essentiels comme source d'énergie. Ça, c'est vraiment un must. Puis après ça, ben, les fats vont servir à un paquet d'autres choses, comme le management, si on veut manager ton inflammation. Fait que, tu sais, venir la contrôler, si on veut. C'est pas juste tous les gras qui sont anti-inflammatoires, c'est pas ça, puis c'est pas ça l'objectif, mais c'est d'avoir des niveaux d'inflammation qui sont bien régulés dans ton corps. Puis ben, les fats vont servir à réguler ton métabolisme, réguler tes niveaux de sucre dans ton sang, parce que tu manges un repas qui est... Je te donne un exemple. Tu manges un morceau, tu vas en France, tu manges un morceau de baguette là, toute seule, tu vas avoir un plus gros spike de blood glucose que si tu mets du beurre sur ta baguette. Ça va aider avec ton spike de taux de sucre dans ton sang, ça va ralentir l'assimilation et la digestion de ça. Fait que c'est C'est quoi plusieurs parmi tant de rôles, mais le rôle des fats aussi dans la santé hormonale? ouais. En fait, les fats vont servir de précurseurs pour certaines hormones. Puis ils vont servir à construire certaines hormones dans ton corps. Les plus communes, si on veut, là, ce serait par exemple la testostérone qui a besoin de certains niveaux de fats pour être produite. Même principe avec certains niveaux de la vitamine D va avoir un impact là-dessus. Puis la vitamine D, ben réellement, c'est quasiment une hormone, là. Il y en a qui disent que c'est l'hormone D, mais les fats vont être utiles dans la synthèse de ces hormones-là. Fait que quelqu'un qui
c'est une des raisons, puis je veux pas pointer du doigt certaines diètes, mais par exemple, quand moi j'étais vegan, ben, probablement que je consommais beaucoup moins de fats, consommais beaucoup moins de gras saturés ou à peu près pas de gras saturés. Je consommais zéro cholestérol quand j'étais vegan. Puis, ben, ce qui est arrivé, c'est que mes niveaux de testostérone étaient probablement plus bas parce que j'avais pas les substrats nécessaires pour produire cette testostérone. Fait que, long story short, les fats sont essentiels. Donc, si Mhm. tu veux bien fonctionner et survivre, tu as Mhm. besoin de fats dans ton alimentation. OK? Ouais, Un peu comme les protéines, mais pas comme les glucides. Mais puis ça va jouer sur différentes fonctions que les protéines. Donc, ils sont essentiels pour des raisons qui sont différentes. C'est exact. peut-être différentes composantes de nos cellules Mhm. qui ont besoin de fats, peut-être plus pour la membrane, par exemple, de nos cellules. C'est le terme que je Qui ont cherchais. besoin de Membrane. membrane. So, tu as besoin de fats pour que tes cellules soient en santé, Ouais. pour que tes taux d'hormones soient optimisés, pour que la régulation de ton énergie soit optimisée. Alright. Y a-tu d'autres fonctions que tu voulais nous parler avant que je pose ma question? Probablement que tu dirigeais sur les types de fats, puis les autres fonctions que je voulais parler majoritairement étaient par rapport aux fonctions, au rôle des fats par rapport aux oméga 3. Fait on aurait pu parler Good. d'oméga 3 en parlant de type de fats. Oui, il y a ça. Puis, je voulais qu'on parle du cholestérol aussi. Parce qu'on en a parlé quelques fois. Ouais. On a juste dit aujourd'hui que qu'il fallait comme pas trop faire attention au ish, là. En tout cas, on a nuancé la question, mais le cholestérol alimentaire en tant que tel, je voulais qu'on se dirige là. C'est un type de fat, on le retrouve dans quoi? Dans les jaunes d'œufs, puis est-ce que il faut faire attention à notre cholestérol alimentaire versus notre cholestérol sanguin? Alright. Cholestérol, c'est une des autres choses qui peut être pris hors contexte puis dire que c'est problématique. OK. Euh, le cholestérol alimentaire a très peu d'impact sur tes niveaux de cholestérol dans ton corps. Ça, c'est la première chose à comprendre. Souvent, on pense qu'il faut éviter de manger du cholestérol parce que des hauts niveaux de cholestérol, c'est mauvais. OK. Par contre, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Ton corps, à la base, que tu en consommes ou pas du cholestérol, va produire plus ou moins 1 gramme de cholestérol par jour lui-même, parce que c'est essentiel. Le cholestérol est essentiel à la santé. Je suis pas certain comment, quand j'étais vegan, j'avais des niveaux de cholestérol trop bas. Honnêtement, ça, je suis pas certain de le comprendre comme il faut, parce que ton corps en produit, puis plus tu en consommes dans ton alimentation, mais ton corps va diminuer sa production. Puis quand t'en consommes plus, son corps va augmenter cette production-là. Probablement, il y a probablement juste un milieu où est-ce que tu devrais en consommer un peu pour aider ton corps, peut-être, pour Ouais, faire ouais, un... il y a peut-être juste les building blocks pour faire ton cholestérol. Tu disais que ta consommation de fat était basse ou Peut-être. Honnêtement, je who suis pas certain. knows. Mais souvent, la diète moyenne, là, puis il faudrait, on pourrait le googler rapidement, mais il y a combien de grammes de cholestérol dans un œuf, mais la diète moyenne, c'est C'est tu une vas couple de centaines consommer de milligrammes dans un euh, œuf. tu vois, en tout cas, peu importe. La diète moyenne va contribuer à quelque chose comme 200 à 300 mg de cholestérol par jour. Euh, fait que ça, c'est... Mais encore une fois, probablement que moi, c'est sûr que je consomme plus que ça. Là. Je veux dire, au déjeuner, un matin, j'ai mangé un ribeye, puis j'ai mangé 6 œufs. Fait que c'est sûr que j'ai consommé plus que ça de cholestérol, mais ça m'inquiète pas du tout. OK. Puis le cholestérol est vraiment important dans le corps humain. En fait, ça va être vraiment important pour réguler, on parlait tantôt d'impact des fats sur certaines hormones. Okay? Puis le cholestérol est vraiment un précurseur important dans les hormones sexuelles. Testostérone, probablement le DHT, probablement un impact sur l'estrogène, sur l'aldostérone, ça va avoir un impact sur la production de cortisol, ça va avoir un impact sur la synthèse de la vitamine D. Fait que quelqu'un qui a besoin du cholestérol pour synthétiser la vitamine D et ainsi de suite. Puis ça va vraiment avoir des impacts qui sont intéressants. Puis ce qui arrive, c'est que on parle tout le temps d'éviter ce qui contient beaucoup de cholestérol. Fait qu'on parle souvent des œufs, là, c'est comme le devil quand on parle de cholestérol, les œufs. Puis
tu sais, on coach des athlètes, puis là, tu leur dis, OK, ben, tu peux manger 3 œufs ou 4 œufs au déjeuner, puis là, il y a des parents qui sont inquiets, hey, c'est correct de manger autant d'œufs, c'est pas dangereux pour sa santé, et ainsi de suite. Puis réellement, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas le cholestérol que tu consommes qui a vraiment un impact sur tes niveaux de cholestérol dans ton sang. C'est ton overall consumption, si on veut, de lipides puis de glucides. C'est ces deux choses-là ensemble qui vont avoir un impact sur tes niveaux de cholestérol. Fait que, de manière générale, là, si on veut garder ça très très simple, ce serait probablement un avis un peu à la BioLane Norton, mais ce serait un surplus calorique provenant de fats et de carbs viendrait augmenter tes niveaux de cholestérol versus un déficit calorique viendrait t'aider à les diminuer. Puis il y a autre chose à prendre dans le picture. C'est sûr que les niveaux de gras trans que tu consommes et ainsi de suite vont avoir un impact. Comme de la même façon que les gras trans vont augmenter tes LDL, diminuer tes HDL, par exemple. Mais cholestérol, honnêtement, c'est vraiment... Puis c'est la chose que... Moi, quand j'étais vegan, c'était comme faut pas consommer de cholestérol. Là. J'étais le anti-cholesterol man. Mais c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Ton foie va produire du cholestérol dans tes besoins de toute façon. Alright. So, that's it pour le cholestérol. Le temps file, fait on a encore un paquet de choses à parler. Ouais. Fait qu'on va changer de sujet. On va aller vers les oméga 3. Ouais. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on entend énormément parler. Mm-hmm. Puis, moi, quand j'étais au cégep, c'était comme... J'évitais tout ce qui était source d'oméga 6. J'évitais aussi tout ce qui était comme les gras, les huiles végétales transformées. Ouais. Et là, je voulais juste favoriser le plus possible les fats, les fatty fish, les oméga 3, l'huile d'olive, extra vierge, pressée à froid. Je veux qu'on se lance là-dedans, puis peut-être qu'on terminera là-dessus. Ouais. Ben, la réalité, c'est que je pense que ce que tu faisais est une bonne recommandation générale. T'sais, pas au point d'être comme dogmatique puis de virer fou avec ça. Mais je veux dire, tu mangeais des noix puis tes noix contiennent des oméga 6. Tu manges des walnuts, ça contient des oméga 6 et ainsi de suite. Tes oméga 3, 6 puis 9, c'est ce qu'on appelle en anglais, essential fatty acids, les acides gras essentiels. Puis, ce qui arrive, c'est la raison pourquoi on met autant d'emphase sur l'oméga 3 puis pas sur l'oméga 6. Puis l'oméga 9, on l'oublie quasiment là, parce qu'on entend beaucoup moins parler, à part le monde qui achète un oméga 3, 6, 9 en supplément. Ce qui arrive, c'est que c'est vraiment difficile de consommer assez d'oméga 3 puis vraiment facile de consommer trop d'oméga 6. Simplement, là, c'est la façon dont j'aime le voir. Puis, l'oméga 6, c'est pas mauvais. Là. Je veux dire, tu veux pas avoir 0 mg d'oméga 6, 0 g d'oméga 6 dans ta journée. Il y a une certaine consommation que tu as besoin d'avoir. Même principe pour l'oméga 9, même principe pour l'oméga 3. Ce que tu faisais de limiter ce qui va contenir beaucoup d'oméga 6, style les huiles végétales. Okay? Puis les huiles végétales, il y a probablement un problème avec l'oméga 6. C'est super élevé, mais probablement que le problème avec les huiles végétales est le processus de transformation et d'oxydation de l'huile plus que l'oméga 6 en tant que tel, à mon avis. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une bonne balance d'oméga 3 à oméga 6. Puis c'est ça qu'on a de la difficulté à avoir. Je fais vraiment un effort conscient, puis si je supplémente pas en oméga 3, j'ai pas une bonne balance d'oméga 3 oméga 6, ce qui est optimal à une santé que ce soit cognitive, que ce soit une santé cellulaire, des membranes de cellules, que ce soit par rapport à l'inflammation. Il y a pas, t'as besoin d'une balance entre les deux, puis cette balance-là là, serait quelque part entre 1 pour 1 ou à 4 pour 1. Puis quelqu'un qui mange normalement, tu sais, c'est niaiseux, mais quelqu'un qui va éviter, mettons, quelqu'un qui va manger du grass-fed beef va consommer plus d'oméga 3, par exemple. C'est quelqu'un qui a vraiment par contre, quelqu'un qui mange beaucoup de poulet comme source de protéines, ben, tu vas avoir plus d'oméga 6. Parce que ton poulet ou même ton bœuf qui est conventionnel est nourri au grain, puis étant nourri au grain, mais va contenir plus d'oméga 6 dans son gras. Fait que du bœuf conventionnel que tu achètes à l'épicerie, ben, va contenir de l'oméga 6. C'est quoi les sources d'oméga 3, 6 et 9 rapidement, là, juste pour qu'on puisse démêler ça pour ceux qui nous écoutent? L'oméga 3, réellement, là, va venir en grande partie des poissons de la mer, des algues et ainsi de suite. OK? L'oméga, puis à partir de là, tu vas aussi en trouver ailleurs. Tu sais, je veux dire, si tu en trouves dans les algues, puis ainsi de suite, tu vas en retrouver dans les poissons, dans certains fruits de mer et ainsi de suite.
le grass-fed beef va en avoir avec sa consommation d'herbe. Puis encore une fois, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas la meilleure source d'oméga 3 possible. Il y a des œufs qui sont plus élevés en oméga 3. Là, j'arriverais pas à dire qu'est-ce qui fait que ces œufs-là sont élevés en oméga 3, qu'est-ce que les poules sont nourries pour que l'œuf... Peut-être que tu le sais, honnêtement, là, mais que les œufs sont plus élevés. Les oméga 3 eggs, je ne sais pas qu'est-ce qui est différent dans la diète de la poule pour qu'il y ait plus d'oméga 3 là-dedans. Est-ce qu'il y a des sources végétales d'oméga 3? On entend Les algues. quand même souvent parler aussi de Des ALA. Ouais, ALA. ALA. Fait que oui, il y en a. Parce que réellement, là, je les oubliais un peu parce que ce qui est le plus important, c'est les EPA puis les DHA. Puis ça se retrouve pas dans les sources végétales. Okay? Il y a aussi les ALA qui se retrouvent dans les sources végétales. Puis dans les sources végétales, ce serait des trucs, tu sais, il y a certaines noix qui vont en avoir, puis il y a des noix qui sont plus élevées que d'autres. Exemple, les noix de Grenoble sont plus élevées en oméga 3. Les seeds, les graines de chia, les graines de chanvre, les graines de lin vont contenir plus d'oméga 3 aussi. Par contre, le corps humain utilise pas les ALA comme, tu sais, dans le fond, quand tu les consommes, ton corps veut les convertir en EPA puis DHA, puis notre taux de conversion est vraiment pas élevé. Le pourcentage par cœur, je me souviens pas. Une autre chose qu'on pourrait Google, mais je me souviens pas du taux de conversion, mais notre corps l'utilise vraiment pas bien. Tu sais, je veux dire, tu consommes 1 gramme d'oméga 3 provenant d'un supplément ou d'un poisson ou peu importe, a vraiment pas le même impact que probablement 2-3 grammes d'oméga 3 provenant d'une source végétale. Fait que quelqu'un qui consommerait pas de poisson puis de tout ça, je pense que c'est une belle base. Par contre, je pense pas que ce soit assez pour les besoins du corps d'avoir une belle balance d'oméga 3 overall. À ce sujet-là, c'est une des choses que je veux faire bientôt. Là, j'ai retrouvé, ça fait longtemps que j'avais oublié, mais il y a un test qui s'appelle le Omega Quant que je veux faire pour le tester. Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir, OK, ben, est-ce que je consomme assez d'oméga 3 au total? Est-ce que ma balance d'oméga 3, oméga 6 est bonne? Ma consommation de gras trans, et ainsi de suite. C'est un test qui coûte le moins cher est comme 50$ ou 60$, puis le big test avec tout est comme 100$. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire bientôt. Par rapport à ma diète à moi, je veux dire, ça me permettra pas de donner de recommandations à d'autres, mais ça va me donner une idée de voici ce que moi je fais, quel impact ça a sur mes marqueurs. Okay. Intéressant, intéressant. Donc, ça, c'est le case pour les oméga, etc. Ouais. Oméga 3, 6, 9, etc. Puis, tu as parlé rapidement de peut-être quelque chose qui était problématique dans les huiles végétales transformées. Est-ce que tu disais que tu n'avais pas de lien avec les oméga 6? Ben, il y a deux choses. Moi, je le vois de deux façons. La première, je pense qu'une surconsommation d'oméga 6 rend presque impossible d'avoir une bonne balance d'oméga 3, oméga 6. Fait qu'une grande consommation d'huile végétale, ben, ça rend vraiment difficile d'avoir une bonne balance. Par exemple, ça, c'est la première raison pourquoi je l'élimiterais. Pas je l'élimiterais, mais je l'éviterais dans la mesure du possible pour avoir une meilleure balance. C'est ce que je fais chez nous. Je consommerai pas d'huile de canola, d'huile de tournesol, de l'huile de soya, de l'huile de sunflower, you name it. Okay. J'ai dit tournesol, j'ai dit sunflower. Anyways. je le consommerai pas. Ouais. Parce que si tes niveaux sont débalancés, ben là, ça peut être moins bon pour ta santé générale. Puis souvent, ça va être porté à augmenter les taux d'inflammation dans le corps humain. Puis on parlait plus tôt que des niveaux d'inflammation chronique élevés, ben ça peut avoir des vrais impacts négatifs sur la santé. Où est réellement le problème, ou l'autre partie du problème, à mon avis, avec les huiles végétales, c'est que la façon dont le processing, la manufacture est faite, ça vient, c'est vraiment hyper transformé. Puis Massy nous avait envoyé une vidéo, là, si vous voulez voir quelque chose de comme un peu dégoûtant, là, regardez la façon dont l'huile de canola est faite. Par cœur, je pourrais pas le décrire, mais c'était quand même dégueu. Puis ce qui arrive, c'est que c'est vraiment chauffé à très très haute température, puis ça va oxyder l'huile avant même de la consommer. Puis en plus, les huiles vont oxyder à la lumière. Les huiles sont sensibles à la lumière. Tu achètes une huile d'olive, une huile d'avocat, elle devrait être dans une bouteille qui est foncée. J'ai jamais vu une bouteille d'huile de canola sur une tablette dans une bouteille foncée, ni en vitre, mettons. Fait que pour moi, c'est plein de petites choses qui fait que ça peut venir problématique des consommer.
Puis après ça, c'est juste que c'est vraiment, vraiment cheap. Ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Fait que c'est ce qu'ils vont utiliser dans la plupart des aliments hyper transformés. Je veux dire, c'est assez rare de voir de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive dans des aliments hyper transformés. Tu commences à le voir dans des types mayo puis des affaires comme ça à base d'huile d'olive. Je pense qu'il y a un changement qui commence à se faire, mais... Puis, quand tu dis qu'elle est oxydée, c'est-tu qu'elle devient trans ou c'est quelque chose de différent? C'est-tu comme la margarine, c'est-tu une huile qui est trans? Tu me c'est démêler là-dedans? des c'est des choses qui sont différentes. OK? Fait que je pense pas que ça devienne trans, mais une huile qui est oxydée, c'est une réaction chimique, si on veut, qui va dégrader la qualité de l'huile puis qui va créer un... En anglais, on dit rendre une huile un gras qui C'est est rancid. rance en français. Comment? Rance en français. Rance, rancide, rance. Puis ça va avoir des impacts, augmenter le stress oxydatif et ainsi de suite sur le corps, puis ça peut être problématique. Le Euh, gras trans, c'est un processus de transformation qui est différent, qui, si je ne me trompe pas, c'est pour solidifier un gras pour qu'il soit solide à la température pièce. Puis ça vient jouer sur d'autres processus. ouais, fait que je pense, si je me trompe pas, c'est dans le processus de transformation qui va venir de manière générale d'une huile végétale le processus, c'est une huile qui est hydrogénée, là, Ouais. puis qui va venir la rendre plus solide, comme exemple une margarine. Puis l'objectif d'hydrogéner certaines sources de gras vont être d'améliorer la durée de vie, la durée de shelf life des aliments. Ça, on le retrouve vraiment plus dans les produits transformés. Là. Mettons, Ouais, des biscuits, des biscuits Château Frontenac là, dans la boîte orange, ou la margarine, ou tes Twinkies ouais, qui sont parce que rose fluo. Là. il y a des mini quantités de gras trans qui peuvent être trouvées dans la nature, mais comme à peu près pas, là. Je veux dire, pas à dire, OK, ben j'évite un aliment, Okay. un vrai aliment pour dire que j'évite les gras trans, par exemple. Versus un gras ou une huile qui serait oxydée, ça pourrait arriver naturellement comme processus parce que tu disais que ça peut être causé par l'exposition à la lumière. Absolument. Un supplément d'oméga 3, une huile d'olive, une huile d'avocat peut être oxydée. Fait que, par exemple, tu achètes une huile d'olive, là, tu disais, je fais des bons choix, j'achète de l'huile d'olive. C'est dans une bouteille de plastique puis transparente, les chances sont que ton huile d'olive est oxydée aussi. La lumière permet d'oxyder, puis la chaleur aussi. Fait que ton huile d'olive que tu viendrais soit laisser à la lumière, ton oméga 3 dans un supplément d'oméga 3 dans un pot transparent pour être oxydé, ou même une huile d'olive que tu viendrais chauffer à trop haute température en cuisant va oxyder ton huile, puis c'est pas mieux pour la santé qu'une huile végétale qui est oxydée. Mais là, après, je veux t'apporter des. Je veux qu'on continue la conversation après. J'ai des questions, puis j'ai peut-être des bémols ou des choses à soulever que je veux qu'on parle ensemble. Mais avant, veux-tu expliquer pourquoi l'huile d'olive et l'huile d'avocat, c'est différent de l'huile végétale? Je veux dire, C'est un la différence, c'est processus quoi? C'est parce d'extraction qui est vraiment différent. c'est parce que c'est un fruit? C'est-tu... Oui. Fait que, tu sais, l'olive en tant que tel, c'est un fruit qui est gras. L'avocat en tant que tel, c'est un fruit qui est gras. Puis même l'avocat en tant que tel, c'est un fruit qui est gras. Fait que le processus d'extraction de gras dans un aliment qui est gras à la base, c'est beaucoup plus facile, puis ça ne demande pas le même processus chimique de transformation. Simplement, c'est L'huile ça. de pépin de raisin, est-ce que ça serait le même principe ou... Je suis pas certain, honnêtement, l'huile de pépin de raisin. Pour de vrai, je suis pas certain. J'avais regardé il y a quelques années parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui l'utilisait beaucoup, puis on en avait parlé, puis on avait comme recherché. Je me souviens que c'est une huile qui est quand même élevée en oméga 6, mais je suis pas certain du processus d'extraction si ça fonctionne de la même façon que les autres huiles végétales. Probablement que ça vient ressembler au... probablement un in-between ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas certain. Ça apporte beaucoup de confusion. Fait que c'est important qu'on en parle, mais comme comment est-ce qu'on se démêle là-dedans? Tu sais, moi j'arrive à l'épicerie, je regarde quoi pour mon huile. Si je veux cuisiner avec mon huile versus me faire une vinaigrette avec mon huile ou juste l'utiliser en toppings, qu'est-ce que je regarde? Parce que là, je te jure, c'est mêlant, là. On Ah, s'en c'est tough. parle, on s'en parle. Entre nous, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on n'est pas sûr qu'il faut aller revérifier. Fait que le monde qui ne savait même pas qu'une olive, c'était un fruit avant il y a 5 minutes, c'est sûr, sont mêlés raides, là. Ouais, 100%. Moi, j'aime recommander de garder ça simple. OK? Personnellement, ce que je recommande le plus, c'est
d'utiliser majoritairement 2 huiles. Puis souvent, ce que le monde n'aime pas, c'est que c'est des huiles qui ont un certain goût, right? Exemple, une huile de canola ou peu importe, ces huiles-là ont à peu près pas de goût, puis même peut-être pas de senteur parce qu'ils sont vraiment blanchis. Fait que c'est toutes les... Il y a des processus chimiques, encore une fois, qui sont utilisés pour cleaner l'huile, pour pas qu'elle goûte, pour pas qu'elle sente, et ainsi de suite. Versus une huile d'olive, mais ça a un goût quand même fort, right? Une huile d'avocat, ça a un certain goût, ça a une certaine couleur, puis c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Par contre, moi, pour garder ça le plus simple, là, quand tu vois une huile puis t'es pas sûr, idéalement, moi, je stick à l'huile d'olive, l'huile d'avocat. L'huile de coco, je l'utilise pas nécessairement juste parce que moi, je consomme beaucoup de gras trans déjà dans d'autres aliments. En consommer beaucoup moins, probablement que je consommerais plus d'huile de coco. Ça peut avoir plein d'impacts positifs sur la santé. Puis c'est une huile qui est bonne pour la cuisson. Souvent, C'est un gras trans ou un gras saturé? c'est un gras saturé. Ok. Puis je Juste parce consomme beaucoup de gras saturés. Je consomme pas beaucoup de gras trans. Je voulais dire un gras saturé. Fait que j'en consomme déjà beaucoup dans mon alimentation. Puis de manière générale, les gras saturés vont être plus stables à la cuisson. L'huile de coco, le beurre, puis souvent les autres qu'on va voir, c'est des gras animaux style du lard ou du suif, des affaires comme ça qui vont être vraiment stables à la cuisson. Dû à la façon dont la molécule est faite, dans le fond. L'huile d'avocat, puis ça, je te le dis, là, moi, le premier, je suis encore mêlé à certains sujets, ok? C'est plate, là, mais moi, je vais utiliser l'huile d'avocat en cuisson parce que, de manière générale, en bas de 400, 425, l'huile d'avocat va être stable. Fait qu'elle va pas devenir rance avec la chaleur. Puis tu vois, l'huile d'olive, c'est vraiment débattu dépendamment de quel type d'huile d'olive que tu as. Il y a il y a des endroits où tu vas voir que l'huile d'olive au-dessus de 350 à l'oxyde, puis il y a d'autres places, tu vas voir que l'huile d'olive, tu peux te rendre à 500. Honnêtement, là, je pense que c'est compliqué, puis c'est vraiment mêlant. Pour de vrai, c'est vraiment mêlant. Fait que l'huile d'olive, personnellement, j'aime l'utiliser en topping après la cuisson, en vinaigrette ou peu importe, puis je vais cuire avec les autres juste parce que c'est un peu comme mon safe bet, parce que le reste, c'est pas nécessairement clair. Ben, justement, à ce sujet-là, écoute, sur l'huile d'olive, je suis allé lire, je suis allé voir dans la littérature qu'est-ce qui se passait. Puis, ça a été testé en laboratoire. Euh, Concrètement, à quelle température il faut que tu chauffes ton huile d'olive pour la dégrader, puis combien de temps aussi. Puis l'histoire, c'est qu'on se base souvent sur le smoking point Mhm. d'une huile pour déterminer, OK, à partir de ce moment-là, mettons le smoking point de l'huile d'olive, là, je sais pas, là, tu as ton ordi, tu peux peut-être la Google rapidement, mais mettons que c'est 350 degrés, ben, on se dit qu'il faut garder cette huile-là en bas de 350 degrés. Parce qu'à partir de son smoking point, c'est là qu'elle va commencer à chauffer puis se dégrader. C'est, OK. Tu vois, rapidement, peut-être à ce sujet-là, là, tu me dis le Google, ça dépend de la qualité ou de la façon dont l'huile d'olive a été faite. Fait qu'on voit une huile d'olive vierge, par exemple, c'est 410 le smoking point, par exemple. Versus une huile d'olive extra vierge serait 374, puis une huile, le type d'huile va avoir un impact aussi. sur 374 pour ton huile d'olive extra vierge presse à froid. Donc, ce qui a été testé en laboratoire, c'est, OK, on va la chauffer à tel degré, puis on va checker combien de temps ça prend avant qu'elle soit dégradée, puis à quel ratio. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, elle commence à se dégrader, mais c'est pas un si gros pourcentage que ça. Puis, ça Oui. prend vraiment beaucoup de temps aussi. Fait que c'est pas juste une question de, boum, OK, j'ai passé 375 degrés dans ma cuisson, mon huile d'olive est complètement Elle est rance, et ruinée, tout le là, ouais. reste pour moi est oxydé et brûlé. Puis honnêtement, à la lumière de ça, je pense vraiment que c'est safe de cuisiner avec ton huile d'olive à la poêle ou même encore plus au feu. Parce que ça va pas reacher. Hey, je me souviens pas exactement, là, c'est plate là, pour le podcast, là, je suis pas très détaillé. Je vais retrouver le papier puis je t'enverrai ça, là. Mais c'était long. C'était vraiment long. C'était, Tu sais, c'était, c'était vraiment long. Fait que c'était comme pas quelque chose de significatif. Comme oui, il y a un mécanisme, il y a un smoking point, etc. Mais mhm. c'était vraiment long. Fait qu'à partir de Intéressant. ce moment-là, moi, des fois, je cuis avec de l'huile d'olive. Mais je suis pas convaincu que les huiles végétales, même si c'est vrai qu'elles sont oxydées, etc., que c'est si gros que ça comme effet que ça va avoir si on l'utilise seulement pour la cuisson.
ou pour cuisiner. Comme, honnêtement, on va faire le parallèle avec un autre, un autre sujet ou un autre exemple que on est d'accord là-dessus, mais c'est les fameux, comme tu as parlé de Paul Saladino, mais c'est les fameux légumes. De dire que les oxalates dans les épinards, par exemple, c'est quelque chose qui est toxique, ça ne sera pas bon pour toi. Puis lui, il se base sur certains mécanismes qui se passent réellement dans ton corps, mais c'est juste que c'est blown out of proportion. Quand on regarde ça réellement, ben, oui, les oxalates, ton corps réagit d'une façon, puis tu vas pouvoir vraiment me corriger, là, d'une certaine façon, puis oui, en tant que tel, ton corps le détecte comme un danger, mais c'est en tellement petite quantité que ça vient donner des effets bénéfiques à ton corps. Right? Un hormetic effect. Exact, c'est le terme que je cherchais. C'est quel docteur qui en parle énormément et qui a fait énormément de recherches à ce sujet-là? C'est elle de Found My Health, Rhonda Patrick. Rhonda Patrick. Donc, elle, comme c'est une chercheuse sur le domaine, puis c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un effet, je veux pas fuck up le mot, là, mais hormonic effect à consommer des veggies qui vont augmenter ta santé en tant que tel. Et comme ce que je me dis, c'est que peut-être que je pense pas qu'il y a un tel effet pour l'huile végétale qui est oxydée, comme l'huile de canola, mais je suis vraiment pas convaincu que dans les quantités qu'on les prenne, que ça a un effet inflammatoire sur nos taux d'inflammation générale. Puis, et chronique. Puis, dans la littérature, moi, j'ai jamais vu ça comme étant clair. Ça a toujours été débattu, c'est plus des zones grises. J'ai jamais vu d'effet comme concret démontré dans la littérature comme quoi la consommation de ces huiles-là augmentait tes taux d'inflammation générale. Ce qui démontrerait un processus d'oxydation néfaste dans ton corps. Fait que je suis comme pas sûr. Quelqu'un me le demande, je suis pas prêt à dire hors de tout doute, ok, limite consommation d'huile de canola. Je l'étais avant, puis j'ai comme changé d'idée à ce sujet-là. Je suis comme pas convaincu que la dose est assez grosse pour avoir un effet négatif. Je sais pas c'est quoi tes thoughts là-dessus. Ça a évolué aussi récemment, honnêtement, puis je veux dire, c'est pas un sujet sur lequel je me suis préparé en me disant, regarde, je vais arriver avec des études, dire que c'est bon ou que c'est mauvais. Là. Je suis pas prêt à avoir cette conversation-là en disant, OK, bon, telle étude dit telle affaire. Puis des études, il y en a qui pointent dans tous les sens. Comme vraiment, honnêtement, comme tous les sujets autour de la nutrition, c'est ce qui rend ça difficile. Il y a des études qui pointent dans tous les sens. De plus en plus, je pense que, comme ben des choses, c'est que la dose fait le poison. Puis ça, je pense qu'on est d'accord. Du même principe que mon fusil a changé d'épaule par rapport à, par exemple, le sucralose. Pendant un bout, c'était comme éviter le sucralose à tout prix, puis réellement, il faut en consommer en crime du sucralose pour que ce soit problématique. Probablement que tout ce qui est l'oméga 6 ou une huile végétale est la même chose. Par contre, dans la façon dont je le vois, c'est que c'est vraiment facile de consommer beaucoup d'oméga 6, puis plus difficile de consommer assez d'oméga 3, puis que cette balance-là a une importance pour la santé, que je me dis qu'il y a plus de bénéfices à venir consommer autre chose qu'une huile végétale pour ta cuisson, mettons. Tu vas retirer plus de bénéfices antioxydants en consommant une huile d'olive, par exemple. Tu vas venir chercher tu vas venir chercher plus de vitamine E avec une huile d'avocat, par exemple. Tu vas venir la façon dont je le vois, c'est comment on peut faire pour aller maximiser l'apport nutritif des aliments qu'on consomme, puis après ça, de ne pas nécessairement virer fou avec le reste. Puis encore une fois, c'est la façon dont moi je vois ce message-là, c'est pas que l'oméga 6 c'est le devil ou que l'huile végétale est devil. Ce que j'ai continué de voir, par contre, d'un point de vue marqueur, là, puis c'est l'impact que les huiles végétales pourraient potentiellement avoir sur les triglycérides. Fait que, encore une fois, c'est débattu sur les marqueurs d'inflammation, je ne le sais pas, ça a un lien avec l'oméga 3. Pour de vrai, c'est tough, puis je comprends que tout le monde soit mêlé. Moi, le premier, j'en suis mêlé à certains sujets. T'sais. Puis, voilà. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Personnellement, je préfère l'éviter juste parce que quand la façon aussi dont je le vois, c'est si t'es pas sûr à propos de quelque chose puis que c'est facile à éviter, ben pourquoi pas. Tu sais, à éviter ou limiter, là, je veux pas dire éviter à tout prix, man. J'ai mangé de la pizza là, samedi dernier, puis je te garantis que c'est sûr que dans le mix de pâtes de pizza, il y avait
de l'huile végétale ou quelque chose. Je pense que c'est pas nécessairement de virer fou avec ça. Mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Comment je peux maximiser les bénéfices, minimiser les risques dans les décisions que je prends autour de mon alimentation pour aider à prendre des bonnes décisions. Je comprends vraiment. Puis comme je pense que le facteur numéro 1 que le monde va citer, c'est que si tu cuisines beaucoup, tu utilises de l'avocat, ça coûte vraiment plus cher que ton huile de canola. Ton huile d'olive va coûter pas mal plus cher aussi. Fait qu'il y a peut-être ça. Sinon mais c'est... comme c'est pour le reste, c'est... Mais à moins de faire de la grosse friture. Puis faire de la grosse friture, je la ferais pas avec une huile d'olive puis ou une huile d'avocat. Un, ça goûterait pas bon. Deux, c'est sûr que tu l'oxydes parce qu'à la température à laquelle faut que tu cuisines pour... tu sais, je veux dire, faut que puis t'en utilises beaucoup trop, là, ce serait pas réaliste de dire je vais me faire des patates frites à l'huile d'olive, là, comme tu vas l'oxyder de toute façon ton huile, là. Puis les quantités d'huile que tu devrais consommer, là, va au Costco, achète une grosse bouteille d'huile d'olive, là, elle va te coûter 18$ puis elle va te toffer 4 mois. T'sais, réellement, il y a une différence de prix quand tu compares un à l'autre, mais je pense que c'est minime pour les bénéfices que ça va retirer. Je pense sincèrement que l'huile d'olive, c'est la meilleure source de fat que n'importe qui puisse consommer pour la santé, puis ça vaut la peine de payer un peu plus pour consommer l'huile d'olive, par exemple. Quelqu'un qui va me dire ça, mais qui va acheter un supplément X ou qui va... il y a d'autres choses là, puis l'huile d'olive est un super aliment. Je pense que s'il y a un aliment que tout le monde est d'accord dans le monde, à part Paul Saladino, là, c'est que l'huile d'olive, c'est comme gold standard des sources de gras pour une santé, puis on le voit partout. Là. Fait que, ouais, c'est mon opinion. So, je pense que ça fait le tour. Et plus. Et plus. Ouais, voilà. Rapidement. J'avais hâte qu'on fasse cet épisode-là parce que il y avait tellement de choses puis il y a encore des choses qui portent à confusion sur ce sujet-là. C'est un des sujets qui est le plus débattu. C'est un des sujets, je pense, qui sème le plus de division, là, si on veut, dans les opinions autant des coachs versus nutritionnistes, chercheurs, etc. So, on a lay out un peu les facts, puis on a lay out comment se situer là-dedans, même si on ne sait pas tout. So, good stuff. There you go. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Un épisode peut-être plus lourd pour certains, mais toujours des bonnes conversations. Très éducatif. Peace! Je sais pas pourquoi ça recule. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.